Regardons comment fonctionne une pile électrique rudimentaire. La pile présentée ici se compose d'une plaque de métal de cuivre qui est plongée dans une solution de sulfate de cuivre et d'une plaque de métal de zinc plongée dans de l'eau. Les deux plaques sont reliées par un fil conducteur dans lequel circuleront les électrons libres et les deux récipients sont reliés par un pont salin. Nous allons voir dans cette vidéo comment et pourquoi, lorsque ce système est monté, des électrons se mettent à circuler dans le fil conducteur en partant de la plaque de zinc pour aller jusqu'à la plaque de cuivre, générant ainsi un courant électrique. Partons au cœur de la matière. Voici un atome. Celui-ci se compose d'un noyau atomique et d'un ou de plusieurs électrons qui se trouvent en périphérie de ce noyau. Ces électrons sont répartis sur des couches qui peuvent contenir un certain nombre d'électrons. Les couches se remplissent progressivement du plus proche du noyau vers le plus éloigné. Et donc la couche la plus à l'extérieur de l'atome peut ne pas être remplie en électrons. Des places peuvent encore y être disponibles. Ce faisant, cette dernière couche pourra donc être instable. Cette instabilité se traduit par la tendance qu'aura l'atome à échanger ses électrons avec un autre atome afin de trouver une stabilité dans ses couches électroniques. Ce qui nous amène à la notion d'oxydoréduction, qui est le phénomène responsable du fonctionnement de la pile. Une réaction d'oxydoréduction est une réaction chimique au cours de laquelle des électrons sont échangés entre des atomes. Prenons un atome qui a donc une charge électrique neutre. Imaginons qu'il perde un électron qui est une particule de charge négative. L'atome deviendra alors un ion qui possédera une charge positive car il contiendra plus de protons que d'électrons. Cette réaction s'appelle une oxydation. La réaction inverse, c'est-à-dire lorsqu'un ion gagne un électron, s'appelle une réduction. L'élément qui perd des électrons s'appelle un réducteur et celui qui gagne des électrons s'appelle un oxydant. Les réactions d'oxydation et de réduction se produisent ensemble, d'où le nom de réaction d'oxydoréduction. Pour vulgariser un peu, on pourrait dire que la nature est face à un choix assez difficile à faire avec certains éléments. Soit on a un atome qui est électriquement neutre, mais dont les couches électroniques ne sont pas correctement remplies, soit on a un ion avec des couches électroniques mieux complétées, mais avec une charge électrique qui n'est pas nulle. Et en fonction de l'environnement dans lequel se trouve l'élément, la nature préférera l'une ou l'autre forme. Sur l'animation à l'écran, on voit l'atome bleu donner un électron à l'atome rouge. Alors pourquoi l'atome rouge ne rendrait-il pas à nouveau l'électron à l'atome bleu ? Il faut savoir que les atomes et les ions peuvent être plus ou moins oxydants ou réducteurs. Et afin de comparer ces caractéristiques entre différents composés, on a inventé une grandeur qui s'appelle le potentiel d'oxydoréduction ou potentiel redox et qui s'exprime en volts. Ce potentiel d'oxydoréduction est connu grâce à l'expérimentation, en fabriquant différentes piles avec différents matériaux et en mesurant la tension en volts qu'elles fournissent. Le fait est qu'on sait finalement assez mal pourquoi les métaux ont des potentiels d'oxydoréduction différents. On va dire que c'est une histoire de stabilité des couches électroniques, mais sachant que le pH, la température et même la lumière peuvent modifier le potentiel d'oxydoréduction d'un couple d'oxydants réducteurs. Il faudra donc vous y faire, les métaux ont des potentiels redox différents. Voici une liste de quelques couples avec leur potentiel redox. Le tableau présente aussi la forme de l'oxydant et du réducteur du couple concerné. À savoir, plus un couple a un potentiel redox élevé, plus il sera oxydant. On le voit en haut du tableau, l'or est un oxydant fort. Cela signifie qu'il ne peut pas subir d'oxydation par tous les composés qui se trouvent en dessous de lui dans ce tableau. C'est la raison pour laquelle l'eau ne peut pas oxyder l'or dans les conditions normales. Le tableau n'est pas complet, j'aurais pu rajouter les ions cyanure qui sont au-dessus de l'or et qui sont donc plus oxydants que l'or et qui peuvent donc oxyder ce métal. À l'opposé, plus le potentiel d'oxydoréduction est bas, plus le composé sera réducteur. Le lithium par exemple est un réducteur fort. L'atome de lithium a peu d'affinité pour les électrons. Il réagit donc facilement avec l'air ou l'eau. C'est la raison pour laquelle il n'existe pas à l'état natif dans la nature, mais uniquement sous la forme d'ions. Pour notre pile, vous l'aurez compris,
On s'intéressera au zinc et au cuivre. Le zinc a un potentiel redox de moins 0,76 volts et le cuivre de 0,34 volts. Donc le zinc est plus réducteur que le cuivre. C'est donc le zinc qui va donner les électrons et le cuivre qui va les capter. En connaissant maintenant le potentiel redox aux deux bornes, on va pouvoir calculer la différence de potentiel entre les deux bornes, c'est-à-dire la tension de la pile. On va faire la différence entre le potentiel standard du couple Cu2 plus Cu, qui vaut 0,34 volts, et du couple Zn2 plus Zn, qui est de moins 0,76. On a donc 0,34 moins 0,76, on obtient approximativement 1,10 volts. Notre pile délivrera une tension de 1,10 volts. Revenons à notre pile. On a une plaque de métal solide de zinc, c'est-à-dire des atomes Zn. Le zinc est donc le réducteur. Il va perdre 2 électrons et devenir l'ion Zn2+, qui passera en solution. Dans le récipient contenant la plaque de cuivre, on a du sulfate de cuivre, de formule CuSO4, qui, lorsqu'il se trouve en solution, donne des ions sulfate, SO4 et ce qui nous intéresse surtout, des ions cuivre Cu2+. L'ion cuivre Cu2+, est lui un oxydant. Il va capter ces 2 électrons libres et devenir l'atome Cu électriquement neutre et qui forme un métal solide. Concernant les électrons libres, sachant qu'ils ne peuvent pas circuler dans une solution, ils vont alors passer par le fil conducteur pour rejoindre la plaque de cuivre. Si la pile ne comportait pas de pont salin, le courant circulerait comme ça, mais s'arrêterait assez rapidement car dans le bécher où se trouve la plaque de zinc, les ions Zn2+, chargés donc positivement, vont se concentrer. La solution deviendrait chargée positivement. De l'autre côté, comme les ions cuivre 2 passent à l'état solide, on verrait se concentrer des ions sulfate SO4 dans le bécher. La solution deviendrait alors chargée négativement. Et vous le savez très bien, les électrons sont des particules chargées négativement. Ils ont donc tendance à être attirés par les charges positives et repoussés par les charges négatives. Comment dans ce cas imaginer que les électrons libres émis par le zinc puissent quitter la demi-pile avec la solution de zinc chargée positivement? Et comment pourrait-il atteindre la solution chargée négativement? Si la pile fonctionnait comme ça, sans pont salin, le courant s'arrêterait. Le pont salin est un pont qui relie les 2 solutions. Il peut s'agir d'un tissu imbibé ou d'un tube contenant un gel dans lequel sont présents des électrolytes, c'est-à-dire une substance qui contient des ions mobiles. Par exemple du sel de table, du chlorure de sodium, de formule NaCl. Quand il est dissous dans de l'eau, il se dissocie en ions Na+, et Cl-. Les ions vont alors circuler dans le pont et venir rééquilibrer les charges dans les récipients. Les charges Zn2+, vont attirer les ions Cl- et les ions SO4 vont attirer les ions Na+. Les 2 solutions vont redevenir globalement électriquement neutres et n'empêcheront donc plus le déplacement normal des électrons. Les électrons libres vont pouvoir circuler en continu dans le fil conducteur. La pile permet de délivrer un courant électrique continu. Les électrons vont toujours dans le même sens. Il ne reste plus alors qu'à placer un appareil électrique entre les 2 bornes, mettons une lampe, et hop, elle brille. On notera que dans notre pile, le pôle négatif se trouve au niveau de la demi-pile de zinc, et le pôle positif se trouve au niveau de la demi-pile de cuivre. Techniquement, la borne qui libère les électrons, siège de l'oxydation, s'appelle l'anode, et la borne qui capte les électrons, siège de la réduction, s'appelle la cathode. Au niveau macroscopique, on constatera que la borne de zinc va lentement se dissoudre, et que la borne de cuivre va s'épaissir. Par ailleurs, la solution de sulfate de cuivre va doucement s'éclaircir, car la concentration en ion cuivre 2, responsable de la couleur bleue, va diminuer. La pile que nous venons de voir est très proche du modèle de la pile Daniell. Les seules différences sont que l'anode est plongée dans une solution de sulfate de zinc et non dans de l'eau.
Et le pont salin, au lieu de contenir une solution de sel de table NaCl, va contenir d'autres sels en solution, comme du chlorure de potassium ou du nitrate de potassium. Ces différences ne changent absolument rien au principe de fonctionnement de la pile, mais elles vont améliorer un peu sa performance. Vous avez tout compris ? Ah bah il est temps de passer à la pratique alors. Et si vous fabriquiez une pile avec un citron ? Le sujet que nous avons traité dans cette vidéo est issu de l'émission 2 gouttes de culture, dans laquelle on a vu ce qu'est l'électricité, comment la produire et comment l'utiliser.